Après avoir parlé des vivants, on va parler des morts et du retour des corps. En guise d'introduction, je ne reviens pas sur ce que tout le monde sait, à savoir l'hécatombe de la Grande Guerre, juste mettre l'accent sur le fait que cette guerre industrielle, avec les gueules cassées, on l'a vu, a porté atteinte à l'intégrité des corps et a modifié aussi le rapport à la mort et aux morts. Donc, pour bien comprendre ce rapport au corps et pourquoi les morts sont revenus dans les cimetières du village, c'est ça, il faut comprendre le culte des morts qui était profondément ancré dans une France profondément catholique et dans laquelle le cimetière, à partir du 19e siècle, a revêtu une place centrale, avec notamment les tombeaux de famille. Et vous avez ici cette citation de la cocarde du souvenir qui dit que dans notre pays de France, le culte auquel nous restons tous le plus fidèles est encore celui des morts. À connaître le lieu de leur repos, nous les sentons moins loin de nous. Ce besoin de n'être pas tout à fait séparés et en tout temps très vivace. Ce qui fait que dès 1914, dès les premiers jours de guerre, on a des familles qui écrivent aux autorités civiles et militaires, demandant à savoir s'il était possible de récupérer les corps. En l'absence de toute législation, il y a eu un flottement qui très rapidement va être stoppé, on va le voir. Et après-guerre, à partir des années 1920, on a toute une mise en place orchestrée par l'État qui va permettre aux familles de récupérer en toute légalité, bien entendu, les corps et de les enterrer en grande pompe dans les cimetières du village au sein de la communauté en deuil. Et le but ici, avec ce retour des corps, c'est de comprendre comment une affaire privée, c'est-à-dire le rapport de la famille à son mort, le fait d'entretenir une sépulture, d'aller honorer cette sépulture, va devenir une affaire d'État. Donc, en premier point, donc je vais partir très rapidement parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Je vais essayer de vous montrer pourquoi ces familles ont demandé les corps et pourquoi il était fondamental d'avoir les corps à proximité et aux côtés des ancêtres et aborder le travail de deuil. Puis j'aborderai le retour des corps, la mise en place orchestrée par l'État et enfin l'inhumation dans les cimetières. Donc la mort du soldat, c'est une mort qui est mystérieuse pour la famille. L'expo le montre bien. La famille reçoit des bribes. Elle est informée officiellement par l'autorité militaire de façon très succincte, où on annonce simplement le décès du soldat, et c'est les camarades du front qui relaient un petit peu l'autorité militaire en essayant d'apporter un soutien moral aux familles et leur expliquant un petit peu ce qu'il en est. Bien évidemment, l'annonce de cette mort est édulcorée, on est là pour éviter les souffrances, et bien évidemment, il faut que la famille sache que le mort est mort en héros sans trop souffrir. Là, vous avez l'extrait d'une lettre d'un frère qui annonce à son autre frère la mort du troisième. Où vous voyez que il dit que le frère, lui, est parti avec touché par un obus de 5,5 en 3 position, je veux dire, 3 fois il a été touché, mais il n'a pas souffert et il n'est pas abîmé du tout. Le pauvre, on dirait qu'il dort. Alors tout le monde sait que s'il se prend 3 éclats d'obus de 5,5, ça m'étonnerait qu'il soit abîmé et qu'il ne soit pas abîmé et que son corps ne soit absolument pas mutilé. Donc là, vous avez ce qu'on retrouve bien évidemment sur le site Mémoire des Hommes et à partir desquels vous avez les bulletins de décès qui sont envoyés au corps et les mères qui sont informées, qui dépêchent après soit ils se déplacent eux-mêmes, soit ce sont les gendarmes ou des adjoints qui viennent annoncer la mort aux familles.
Cette mort sans corps, cette mort mystérieuse, là vous avez un dessin de Paulu, hein, de camarade, c'est-à-dire il a été obligé d'aller annoncer à la mère d'un camarade la mort, et puis il a redessiné cette scène-là, montre que pour la mère, du moins pour la famille, cette mort sans corps devient obligatoirement mystérieuse. Et à partir de là, il va être impossible d'achever le travail de deuil. Alors les psychanalystes, les psychologues, etc., ont travaillé sur la codification du deuil, et faire son deuil, c'est accepter la mort du proche de façon à pouvoir dépasser le stade de la perte, dépasser le stade de la souffrance. Et il est dit qu'il y a 4 temps pour pouvoir faire son deuil. Le premier temps, c'est celui de l'oblation. L'oblation, c'est la toilette mortuaire. On est là, on s'occupe du mort, on le prépare au départ. Le deuxième, c'est la séparation. La séparation, c'est le moment de la veillée mortuaire, avec encore ces veillées qui peuvent être très prégnantes, très importantes dans les pays latins ou même en Corse où on a encore des pleureuses. On est là pour veiller le mort. Après, on a l'intégration. L'intégration, c'est les cérémonies d'inhumation, qu'elles soient religieuses ou non. Ça va de l'église ou temple ou autre avec les discours, ou des discours pour les personnes athées qui sont directement au cimetière. Ça, on intègre. C'est le passage de la communauté des vivants à celle des morts. Et la 4e étape, c'est celle de la commémoration, c'est celle du banquet, c'est-à-dire ces 3 étapes. On a lâché le mort et il est passé, du moins le corps est passé du monde des vivants au monde des morts, et la famille se retrouve autour d'un repas dans lequel on peut même avoir des éclats de rire ou autre. Pourquoi? Parce qu'on va se souvenir du mort, des bons moments qu'on a passés ensemble, et ça permet. Voilà, ces 4 étapes permettent de faire le travail de deuil. Sauf que la guerre, et la Grande Guerre particulièrement avec cette mort en masse, a fait que ces 4 étapes n'ont pas été respectées, et les familles n'ont pas pu faire ce travail de deuil. Et ce qui explique cette volonté très forte de vouloir savoir au minimum où était enterré le mort, c'est-à-dire connaître sa sépulture, s'assurer qu'elle était bien entretenue, c'est-à-dire que même pendant la guerre, on a des familles qui ont envoyé des mandats à des habitants des différents villages, etc., pour qu'ils puissent entretenir la sépulture de leur mort, et si possible, aller le chercher, aller le récupérer pour pouvoir l'enterrer dans le caveau familial, à côté des ancêtres, et après l'honorer. Si ce n'était pas possible, c'est pour ça que vous avez beaucoup de cénotaphes aussi, c'est-à-dire que sur les caveaux familiaux, il y a marqué « en souvenir de », ça veut dire que le mort n'est pas là, mais on fait comme s'il était là. Pendant la guerre, il y a eu de rares retours. Bien évidemment, ces retours sont à titre onéreux, c'est-à-dire à titre privé. Pourquoi? Parce que, en fait, la législation va être différente. Vous avez 2 zones. La première zone, c'est ce qu'on appelle la zone des armées. Bon, c'est celle-là de novembre 1914. Elle va guère bouger. Elle va bouger un petit peu pendant la guerre, mais très peu. Sur cette zone-là, la zone des armées, c'est l'autorité militaire qui prime, qui prend les décisions. Jusqu'au 19 novembre 1914, disons que les autorités civiles et militaires ont été même un petit peu étonnées et surprises, submergées par ces demandes assez nombreuses d'aller récupérer les corps. Certaines ont dit oui, et on a des familles qui sont parties sur les champs de bataille récupérer des corps, peu nombreuses, mais elles y sont allées. Et d'autres ont dit non, parce que ce n'était pas possible. Le 19 novembre, Joffre va mettre un terme à tout ça, puisque dans une note, il interdit officiellement toute exhumation et tout transport de corps dans la zone des armées. La différence va être dans la zone de l'intérieur, c'est-à-dire les militaires qui meurent dans les hôpitaux de l'arrière, où là, les familles, si elles veulent, peuvent aller récupérer
les corps. À ce moment-là, il faut que les mesures prophylactiques soient respectées et qu'on respecte le délai de 3 ans pour les maladies contagieuses, etc., etc. Et tout transfert de corps ou toute restitution de corps va être à la charge des familles. En conséquence, ça demande un budget assez important et tout le monde ne pourra pas le faire. À partir de 1918, ces familles qui ont compris l'interdiction de Joffre, qui ont compris et qui ont accepté le fait de ne pas récupérer les corps, vont redemander les corps, et dès la fin des hostilités, on a des demandes qui se multiplient à tous les échelons, le maire, les préfets, les chefs de corps, le ministre de l'Intérieur, de la guerre, etc., où des familles redemandent le corps. Et là, le gouvernement qui avait laissé entendre que après-guerre, on pourrait restituer les corps, va maintenir cette interdiction. Pour plusieurs raisons. La première raison, elle est simple, il faut nettoyer d'abord les champs de bataille. Les champs de bataille sont dans un tel état qu'il est impossible. Déjà, des cimetières qu'on avait créés pendant la guerre ont été détruits par les offensives et contre-offensives de 18. Donc il faut restructurer tout ça, il faut identifier, rechercher les corps, les identifier, les inhumer. Et si en plus on a les familles qui viennent sur les champs de bataille récupérer les corps, ça ne va pas être possible. Donc l'État dit non. La deuxième raison, elle est bien évidemment financière, puisque se pose la question de savoir si on restitue les corps, à quel niveau on le fait. Est-ce que c'est à titre onéreux? Est-ce que l'État participe? Et on va avoir ainsi tout un débat qui va emplir la société, que l'on va retrouver au sein de l'Assemblée nationale, où les députés se disputent sur le fait de on laisse les corps sur le champ de bataille ou on les ramène. Mais si on les ramène, qu'est-ce qu'on fait? C'est à titre onéreux ou c'est à titre où l'État prend en charge cette restitution? Parce que si on les a mobilisés, on n'a pas regardé si les familles étaient riches ou pas. On a mobilisé tout le monde. Donc si on doit les rendre, se pose la question de on ne peut pas avoir une inégalité des familles dans la mort et une inégalité dans le sacrifice. Donc on laisse ça, et sur ce, on a une autre raison qui est morale, qui est patriotique, qui est véhiculée aussi par le général de Castelnau, qui est président de la Commission nationale des sépultures, et qui dit que finalement ces morts, s'ils restent sur le champ de bataille, toutes ces croix blanches qui vont être alignées vont montrer à l'Allemagne le sacrifice que la France est capable de faire, et en elles-mêmes, ces croix vont être une frontière et peuvent servir de barrage aussi. Donc ces raisons font que le gouvernement va proroger cette interdiction. Et là, les familles ne l'acceptent plus. Donc, à partir de la fin 1918, surtout 1919, avec un point d'orgue à l'été 1919, on a la multiplication des exhumations clandestines, c'est-à-dire des familles qui sont là, qui vont par tous les moyens possibles et nécessaires aller chercher les corps, les exhumer la nuit, clandestinement, rapidement, les prendre. Les familles argentées vont faire ça, j'allais dire, dans les règles de l'art, en prenant des entreprises de pompes funèbres, dont certaines vont bien s'enrichir sur le dos des morts et des familles. Et donc ça se fait quand même, j'allais dire, proprement, avec des camions où on met des cercueils, etc. D'autres vont prendre les corps à la va-vite, parfois pas en entier, parce que si on n'a pas le temps, ben on va prendre que des bouts. On va les transporter comme on peut, parfois en bagage à main par la SNCF, et on rentre, voilà, et puis on les met dans les caveaux. Ça, c'est tout ce qui ressort. Bien évidemment, à l'été 1919, ces exhumations clandestines deviennent un véritable scandale. Ça émeut l'opinion publique, mais paradoxalement, personne ne critique les familles. Tout le monde s'en prend à l'État
tout le monde s'en prend à cet État qui refuse de rendre les corps, mais on estime que les familles sont dans leurs droits parce que les corps leur appartiennent. Donc se pose là une autre question, à qui appartient le corps d'un militaire? Est-ce que la famille le récupère et le corps lui appartient, ou le militaire mort est encore sous les drapeaux et donc sa dépouille appartient à l'État? À partir de là, on a la position des États-Unis qui va accélérer un petit peu le processus, parce que bien évidemment, le gouvernement français qui pensait qu'avec le temps, il allait pouvoir laisser les corps sur les champs de bataille, se rend compte que ça ne va plus être possible. Et le gouvernement américain qui, lui, avait promis au moment de la mobilisation qu'il rapatrierait les corps aux familles qui le demanderaient, qui fait, à partir d'avril 1920, son rapatriement. Donc si l'État français donne l'accord au gouvernement américain de rapatrier ses morts, comment il ne peut pas l'accorder aux familles françaises? Donc à partir de là, on a un cavalier budgétaire, c'est-à-dire ça va passer très très vite entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est 2 articles de la loi du finance du 30 juillet 1920 qui accordent officiellement la gratuité dans le transport de la restitution des corps aux ascendants et descendants. Ça va poser problème parce que vont être exclus les cousins, les oncles, les tantes si les familles sont détruites. Et la restitution donc aux ascendants et descendants des militaires morts pour la France, et ce jusqu'au 1919. Donc les familles, à partir de là, donc, il y a le décret d'application du 28 septembre 1920 qui va mettre en place toute cette organisation, parce que bien évidemment l'organisation va être très rigoureuse. Et les familles vont avoir un formulaire à remplir auprès des municipalités demandant officiellement le transfert de corps. Le délai va être très court, 3 mois, pour pouvoir remplir ce formulaire. Si des corps ont été identifiés après le 15 février 1921, pareil, la famille est informée et la famille a le droit de demander ou de refuser la restitution des corps, et le délai de 3 mois encore est respecté. À partir de là, va se mettre en place ce que moi j'ai appelé le balai des morts, parce qu'on va avoir toute une vague de corps qui vont rentrer dans tous les cimetières communaux. Et cette vague-là, elle va se faire en 3 temps, suivant les théâtres d'opération. Le premier théâtre, ça va être la zone des armées, 1921-22. Le deuxième théâtre, c'est la zone de l'intérieur, fin 21, 22, 23. Et à partir de 22, 23, c'est tous les théâtres d'opération extérieures, l'Orient, mais la mer Méditerranée, on a même des corps qui sont revenus du Danemark, etc. Donc, qu'est-ce qu'on appelle là restitution des corps? En quoi ça implique le retour des corps? Plusieurs étapes, bien évidemment l'exhumation, l'identification, la mise en bière, le transport et la réanimation. Donc, pour cela, l'État va choisir 3 gares régulatrices, 2 sur l'ancien champ, 4 gares, pardon, 2 sur l'ancienne zone de l'intérieur, Creil et Brienne-le-Château, sur lesquelles on va rajouter 2 autres gares, Marseille pour tous les corps qui viennent d'Orient et Sarrebourg pour tous les corps qui viennent d'Allemagne. Donc vous voyez que à la base, on a ce que j'ai appelé cimetières, mais ça peut être des cimetières militaires, ça peut être des cimetières communaux, ça peut être des tombes éparses. En tout cas, on exhume du champ de bataille, de là où ils ont été enterrés, identifiés. On les achemine vers des gares de groupement. Des gares de groupement, on les achemine vers les gares régulatrices. Il n'y en a que 2. Et là, on va faire quoi? Des trains de cercueil. Aussi important, à la limite, que, j'allais dire, que le TGV. On va attendre qu'on ait assez de cercueils pour pouvoir faire un train.
Ces trains partent à heure bien évidemment régulière et ils sont échelonnés, du moins destinés vers des gares régionales. Là j'en ai mis deux, c'est les deux gares régionales qui concernent après le département de l'Hérault. Et de ces gares régionales, on a les gares après départementales. Donc vous avez ici les gares régionales qui sont fixées et des gares régionales, toutes les gares départementales qui ressortent. Donc si je prends le département de l'Hérault, ici, un train qui est formé à Brienne-le-Château est acheminé vers Saint-Rambert. De Saint-Rambert, hop, il se divise en trois. Vous avez plusieurs rames qui s'en vont, plusieurs wagons qui s'en vont en direction Montpellier, plusieurs wagons qui vont partir direction Nîmes, plusieurs wagons qui vont partir direction Orange. Sauf que ça, c'est la structure. Mais qui va prendre en charge tout ça? L'État n'a pas les moyens matériels et logistiques de s'occuper de tout. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à des entreprises privées par des moyens d'adjudication ou de marché de gré à gré. Or, il se trouve que sur les entrepreneurs privés qui n'ont rien vraiment avec des entrepreneurs professionnels de pompes funèbres, des personnes qui vont se transformer en entrepreneurs de pompes funèbres, on a toujours les mêmes noms qui ressortent, bien souvent avec les deux entreprises qui vont avoir le plus de marché, les frères Perret et Albert Barrois. Donc, à partir de là, ça c'est le premier temps sur la zone de l'intérieur. Deuxième temps, c'est la zone la zone des armées. Deuxième temps, c'est la zone de l'intérieur. Pour vous montrer cette balade de cercueils sur l'ensemble du territoire, j'ai fait une carte, mais juste en prenant le département de la Seine-Inférieure, avec donc Rouen, après Chalon-sur-Marne, Grenoble, Clermont-Ferrand et Montpellier. C'est tout. Et les corps qui sont acheminés vers ces gares départementales pour après être redispatchés à travers le département. Juste sur 15 jours du mois de novembre 1922. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on a vers Chalon-sur-Marne, plein de cercueils qui, alors là, individuels, on n'a plus de convois funéraires, les convois ils viennent du front, ils ne viennent pas de l'intérieur, mais des cercueils qui sont mis dans un wagon rattaché à un train normal de voyageurs et qui vont être après acheminés vers Chalon-sur-Marne, Rouen. Bref, ça se balade partout, puisque là, il n'y a que 5 départements. Exemple, la restitution au départ de Grenoble, pareil qu'en novembre 1922, et vous voyez qu'on rend les corps à toutes les familles qui le demandent. Il y a même un corps qui s'en va sur Constantine, pas de Grenoble, mais d'une autre commune. Il y a un corps qui est même parti sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors c'est sûr que là, c'est des bateaux, c'est plus compliqué et c'est surtout plus long. Sauf que dans cette restitution du corps, il y a la théorie, et puis après, il y a la réalité des faits, et il y a la pratique. Et ces entrepreneurs de pompes funèbres, qui n'étaient en rien des professionnels, se sont transformés en de véritables mercantiles de la mort, où en fait, ils se sont enrichis au moyen de pratiques scandaleuses sur le dos des familles, le dos des morts. Le retour des héros. Ils sont accueillis par la communauté en deuil et toutes les familles qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu récupérer les corps vont assister à leur réanimation pour bien évidemment faire et achever leur travail de deuil. Bien évidemment sur le retour des corps, tant que le corps n'est pas inhumé, c'est l'État qui prend en charge. Donc c'est les communes qui vont se charger de toute l'inhumation. Les familles, on ne les voit pas. Et même parfois, elles ne sont même pas derrière les chars funèbres, parce que derrière les chars funèbres, on a les autorités militaires, civiles, religieuses, bien évidemment. Après, on peut avoir même des délégations d'associations d'enfants, etc. Et en troisième position, on a les familles. Alors, dans les petits villages, non, on a les familles qui vont être derrière les chars funèbres, mais dans les grosses ville, et moi dans ma ville de Béziers, j'ai même trouvé un carton d'invitation, c'est-à-dire que la municipalité a
envoyer un carton d'invitation aux familles pour assister à la cérémonie funèbre à l'église. Donc, j'accélère un petit peu. Donc ça, c'est l'acheminement, toujours à la charge de l'État. Et se pose le cadre du dernier sommeil. Alors, autant les corps qui ne sont pas restitués vont être entretenus ad vitam aeternam par l'État, par les 6 grandes nécropoles nationales, la restitution de l'État s'arrête à la porte du cimetière. C'est-à-dire, sur la sépulture, l'État ne veut rien savoir. Il a rendu le corps. Donc, peu importe l'entretien et le devenir maintenant de la tombe. Beaucoup de communes vont décider de se substituer à l'État parce que certaines familles ont demandé à récupérer le corps et qui n'avaient pas de tombeau ou de caveau familial, et même dans un devoir de mémoire, d'héroïsation aussi, puisque ça en fait partie. Vous avez des communes qui vont créer des carrés militaires aux formes complètement différentes. Là, vous avez le cimetière militaire de Vaugirard, donc le carré militaire pour le retour des corps à Vaugirard, à Paris, où on retrouve un cimetière à l'image du front. Ici, vous avez un petit village de l'Hérault qui a décidé de faire un tombeau commun comme un monument aux morts. Parfois, on a sous les monuments aux morts des cryptes. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas dans d'autres villages, où on a les restitués qui sont sous le monument aux morts. Bien évidemment, les familles ont le droit de refuser cette inhumation collective et de les avoir dans des inhumations privées. Et puis certaines communes, et c'est le cas des communes rurales, par exemple dans le département du Cantal, il n'y a pas de carré militaire dans la majorité des communes, parce que l'ancrage à la terre et l'ancrage au tombeau était tellement important que les familles ont toutes voulu les récupérer et les inhumer aux côtés des ancêtres. Et vous avez là, par exemple, donc, pour le cas du cimetière de Montparnasse, deux tombeaux qui sont encore très beaux, très bien entretenus. Le fils Attier, ici, et Adolphe Pégou, qui ont été restitués aux familles, et vous voyez le tombeau familial. Sauf que, j'ai pas mis d'autres sépultures, sauf que aujourd'hui, 100 ans après, que reste-t-il, et je terminerai par ça, sur le devoir de mémoire. En gros, on peut estimer entre 250 000 et 300 000, puisque les sources sont vraiment lacunaires, le retour des morts. En gros, je suis sur entre 20 et 25%, à peu près. Sauf que si aujourd'hui vous vous baladez dans les cimetières communaux, ça veut dire qu'il y a des morts pour la France et qui sont partout et qui ne sont pas que dans les nécropoles nationales. Et quand vous vous baladez dans les cimetières communaux, s'il n'y a pas ces carrés militaires, ces morts pour la France aujourd'hui sont en train de disparaître du paysage et de la mémoire, parce que si la famille s'éteint, si la famille n'a pas transmis aussi le fait que dans le caveau il y avait un mort pour la France, et puis après si on refait la plaque, si on fait des réductions de corps, ben on va supprimer, hein, c'est tellement cher de graver sur la plaque qu'on ne va pas peut-être mettre mort pour la France, etc. Si en plus on n'est pas spécialement au courant. Donc aujourd'hui, dans ce devoir de mémoire, la restitution des corps, c'est-à-dire ces familles qui se sont battues et pour avoir les corps, ben aujourd'hui ces morts pour la France disparaissent un petit peu du paysage des cimetières communaux. Et puis je terminerai par une phrase de Freud, puisque Freud, face à cette mort en masse, est un des premiers à avoir travaillé sur la mort de guerre et le deuil de guerre et une autre approche. Avec, rappelons-nous le vieil adage, civis pacem para bellum, si tu veux maintenir la paix, arme-toi pour la guerre.
Il serait d'actualité de le modifier, si vis vitam para mortem, si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort. Merci. A-t-il été imaginé à un moment par la France, comme c'était le cas pour les États-Unis, un voyage pour les veuves plutôt que de dépresser le corps, même si évidemment la distance... Alors, il y avait des réductions et des gratuités pour les pèlerinages sur les tombes, oui. Et ça se substituait au transport du corps? Non, non, non. Non, c'est vraiment la volonté d'avoir le corps était très très forte. Ce qu'on n'a pas chez les Anglais, mais les pratiques anglo-saxonnes étaient déjà différentes. À la fin du 19e siècle, la crémation était beaucoup plus importante en Angleterre, et nous, on n'avait pas du tout le même rapport au corps et aux morts. Oui. Qui essaie de récolter des fonds, qui est encadré par d'anciens militaires et aussi des membres de la société civile, et qui essaie de récolter des fonds pour justement entretenir des pierres tombales, notamment des deux guerres mondiales du XXe siècle. Je voulais savoir si vous connaissiez d'autres associations ou d'autres structures qui ne sont pas étatiques, parce que vous avez dit que l'État ne s'en chargeait pas. Non, essentiellement, je travaille avec le Souvenir Français, donc... Des monuments aux morts, des enfin, il y a une différenciation dans les cimetières entre des pierres tombales voilà, de soldats qui ont été restitués puis qui sont laissés à l'abandon et ces monuments aux morts. Les monuments aux morts seront à la charge des communes, donc voilà, et si vous avez un tombeau collectif ou des corps qui sont inhumés sous le monument aux morts, c'est à la charge des communes qui peuvent après travailler avec le Souvenir Français pour avoir des fonds pour la réfection, etc. Et puis vous avez ces tombes individuelles où là vous avez le Souvenir Français qui les recherche et qui est prêt à avoir des informations pour pouvoir les entretenir et éventuellement mettre la cocarde sur la sépulture et les entretenir. Après, moi, je connais certaines mères de petits villages à qui j'ai fourni des listes de restitués et qui, en conséquence, sont partis à la recherche des tombes pour pouvoir les entretenir après et voire même créer des carrés militaires maintenant. Donc, pour éviter qu'ils ne disparaissent. Mais après, il y a une question de budget, parce que moi je connais d'autres communes qui se dépêchent de remettre les sépultures, voilà, pour pouvoir avoir des places. Je rappelle que le Souvenir Français n'est pas créé après la Grande Guerre, mais après la guerre de 1870, et que c'est une association patriotique à l'origine lorraine, de la Lorraine annexée, dont d'ailleurs le premier dirigeant va être expulsé ensuite par les autorités allemandes. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le Souvenir Français, première version en tout cas, parce que le Souvenir Français d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, c'est que justement c'est le premier moment où on commence, je dis bien, à voir la notion d'individualisation des tombes. Après les combats de Gravelotte, Saint-Privat, quand vous êtes sur l'ancien champ de bataille de Gravelotte aujourd'hui, vous voyez des fosses communes qui sont monumentalisées, il y a des croix et ça vous dit il y a ici tant de soldats français ou tant de soldats allemands, etc. Mais le Souvenir Français fait un gros effort après la guerre de 70 pour commencer à individualiser quelques tombes. Et le mouvement, ensuite, est tout à fait prégnant et important en 14-18. Mais le Souvenir Français, donc, est postérieur à la guerre de 70. Je crois qu'on a une dernière question. Le cas des disparus, qu'est-ce qui se passe pour les disparus? Alors, les disparus, si on retrouve les corps, après... Les disparus sont encore d'accord. Ah ben, ils sont disparus. Donc après, il y a un jugement qui est fait bien souvent
dans les années 20-21 parce que se pose la question, c'est des questions financières, hein, c'est-à-dire pour la femme de disparue, avoir le titre de veuve, donc toucher la pension. Donc on a beaucoup de jugements qui ont été rendus pour déclarer les disparus morts. Mais en revanche, par exemple, quand on a retrouvé le corps d'Alain Fournier, l'État, et si on retrouve encore aujourd'hui, hein, si on retrouve des corps et qu'on les identifie, l'État est dans l'obligation d'en informer la famille et de demander à la famille si la famille veut rapatrier, du moins veut récupérer le corps, et si la famille veut récupérer le corps, c'est à la charge de l'État, et si elle ne veut pas, mais bien souvent les familles aujourd'hui ne veulent pas, et parce qu'ils veulent les laisser ensemble, parce que quand on retrouve un corps, bien souvent on en retrouve 2, 3 en même temps, et ils sont enterrés dans les nécropoles nationales. Mais en tout cas, on demande, voilà. Après, c'est posé une autre question, c'est-à-dire les corps qu'on a rapatriés en Algérie, qu'on a restitués en Algérie, à partir de 62, on a des familles qui ont demandé à l'État le retour à la charge de l'État en France. Et là, l'État a dit non.